pause, on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Deuxième partie d'International, on retrouve notre invité Nicolas Dupont-Aignan. Alors on parlait des responsabilités de cette crise et vous avez évacué peut-être assez rapidement la responsabilité des spéculateurs aussi. On a beaucoup parlé de leur rôle dans cette crise actuelle. Les spéculateurs sur les marchés financiers jouent un rôle marginal selon vous dans toute cette mécanique? Dieu sait si je ne suis pas favorable aux spéculateurs, mais je crois qu'il faut faire attention à ne pas imaginer un nouveau bouc émissaire. Parce que les spéculateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la réalité des choses. Alors, il y a des excès. Mais le grand paradoxe, c'est que quand on a aidé, et là le président de la République et les dirigeants européens avaient eu raison, quand ils ont aidé et évité la catastrophe bancaire il y a maintenant un peu plus d'1 an, devaient suivre des mesures de régulation. On ne les a pas vues. Il n'y en a eu aucune sur les paradis fiscaux, sur aucune des projets des deux côtés de l'Atlantique. Donc, ce qui est assez paradoxal. Vous posez la question de savoir si le politique a encore les moyens d'imposer des règles, des contrôles, une régulation plus forte. Je crois qu'il y a les moyens de le faire. On revient à ce que vous disiez contrôle des capitaux. Mais ça, il n'en est pas question. Donc ceux qui aujourd'hui accusent les spéculateurs sont les premiers qui leur ont fait la courte échelle pendant des années, qui ont libéralisé tous les services, gauche-droite confondus, et qui n'ont pas osé s'attaquer, après le choc bancaire, à la spéculation. Il y a une mesure très simple que moi je réclame depuis des années, c'est la séparation banque d'affaires, banque commerciale. Ça, c'est la mesure simplissime à faire. Mais vous croyez que tous ces ministres qui passent leur vie à dire méchants spéculateurs l'ont fait? Non. Donc en vérité, il y a un double jeu. Vous me parliez tout à l'heure, me trouvant peut-être un peu rude, je le sentais. Pourquoi je suis si sévère face à cette classe politique? C'est parce qu'elle ment en permanence, et elle se ment à elle-même. Le fait d'ailleurs sans doute sans s'en rendre compte, tellement elle est habituée. En vérité, elle se ment, c'est-à-dire qu'elle a un discours permanent pour la régulation, mais en même temps, ils ont été incapables de prendre la moindre mesure. Maintenant, on accuse les spéculateurs, mais ils sont bien contents de les avoir. Ça continue, rien ne change. En vérité, là, ils regardent les spéculateurs ou les marchés financiers, ils regardent quoi? Ils regardent ce que je vous dis. C'est que des pays vont avoir de la liquidité, mais ils ne sont pas solvables. Donc moi, je voudrais qu'on m'explique comment l'Espagne va pouvoir rembourser sa dette à terme. Certains économistes ont dit qu'en fait, les spéculateurs, finalement, ils étaient assez sensés. Ils ont vu un État qui se dégradait et ils sanctionnent. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, attention, la spéculation, parfois, exagère les mouvements. Bon, c'est évident. Il y a des mouvements de capitaux qui pourraient être mieux régulés, notamment vers les paradis fiscaux. Mais aujourd'hui, ils regardent la réalité que ne veulent pas voir les dirigeants européens. Ils ne veulent pas la voir. Ils ne veulent pas voir que la solvabilité, la compétitivité est décisive. Et on pourrait parler aussi du problème du libre-échange déloyal au niveau mondial. Parce que les déficits, ils ne sont pas nés comme ça. Pourquoi il y a eu cet endettement bancaire, cet endettement privé aux États-Unis, en Espagne et en Angleterre? Et pourquoi il y a eu cet endettement public en Europe? Tout simplement parce qu'on rentre dans un système de libre-échange déloyal, on refuse toute mesure de protectionnisme minimum, environnemental, social, et après, on a des déficits colossaux, on a des déficits extérieurs, et on dit « Ah, on n'y arrive plus » et on endette. C'est tout le déséquilibre monétaire, commercial, c'est-à-dire une mondialisation qui n'est pas régulée, qui n'est pas maîtrisée. Patrick Roger. Finalement, de cette crise, si on suit votre raisonnement, est-ce qu'il n'y a pas quand même deux bonnes nouvelles qui en sortent? Premièrement, la dépréciation de l'euro, qui peut être, d'une certaine manière, profitable à un redémarrage de la croissance au niveau européen. Et surtout, le deuxième point, la volonté au moins affichée, mais peut-être qu'elle va avancer réellement cette fois-ci, de coordination au niveau européen des gouvernements des États. Et je pense en premier lieu à une proposition qui a été faite, qui devrait vous réjouir, c'est la proposition qu'il y ait une coordination des budgets en amont au niveau européen. Là, c'est une avancée concrète en termes de travail en commun des États. Alors, deux choses. D'abord, sur la dévaluation de l'euro, je la réclamais depuis 10 ans, depuis le début. Donc, il faut rappeler que l'euro est passé d'un 45 à un 25 en quelques jours, quelques semaines. C'est une très bonne nouvelle. Premier point. Deuxième point, attention, elle ne règle que la moitié du problème, ou le quart, puisque le problème majeur,
c'est au sein de l'Union européenne et de la zone euro, l'excédent allemand par rapport au déficit des pays du Sud et de la France. Donc ça ne règle que la moitié. Votre second point, c'est sur la coordination des politiques économiques. Le début de la gouvernance économique, Ouais. comme on dit. Ben, c'est le début de la dictature. C'est-à-dire, si cette gouvernance est fondée sur le respect des peuples, si c'est une vraie coordination intergouvernementale, pourquoi pas? Mais si c'est M. Barroso, qui n'a jamais rien fait contre la spéculation, qui n'a jamais rien fait pour préparer l'Europe à la compétition économique mondiale, c'est-à-dire investir dans les secteurs d'avenir, pourquoi pas émettre des euro-obligations pour construire les grands réseaux TGV de demain, les facultés européennes, etc. Parce qu'on pourrait se dire, pourquoi pas? Ce monsieur Barroso, et comme toute cette oligarchie, n'ont jamais levé le petit doigt pour défendre l'industrie européenne, pour défendre les forces productives de l'Europe. Mais alors là, pour imposer sans aucun accord des parlements, des peuples, une cure d'austérité absurde, alors là, il est là. Et c'est là où c'est grave. C'est qu'on va déconsidérer un peu plus l'Europe dans l'image des pays et des peuples, puisque l'Europe va être assimilée uniquement, l'Union européenne, pas l'Europe, ne confondons pas, l'Union européenne va être uniquement assimilée à une cure inutile d'austérité. C'est-à-dire au cercle vicieux de la décadence et du malthusianisme. Oui. C'est aberrant. Une crise d'austérité à laquelle, selon vous, la France n'échappera pas. Mais la France ne peut pas y échapper à partir du moment où elle a une monnaie surévaluée encore, notamment vis-à-vis de son partenaire, l'Allemagne. Nous avons un déficit qui va dépasser les 15 milliards d'euros avec l'Allemagne. Nous avons un déficit qui dépasse les 22 milliards avec la Chine. Un pays qui a 43 milliards d'euros de déficit de commerce extérieur, qui a une monnaie qui n'est pas adaptée à sa compétitivité, ne peut pas s'en sortir. On a la même monnaie que les Mais on Allemands. n'a pas du tout la même structure industrielle. Ah oui, ça oui. On n'exporte pas du tout la même chose. On n'a pas fait du tout la même politique. On n'a pas la même démographie. Bon, alors, donc, Arrêtons pourquoi de vouloir plaquer la même monnaie D'accord. sur des économies différentes. Si la France veut s'en sortir, et c'est pourquoi... Pourquoi dites-vous que la cure d'austérité est absurde? Parce que une vu cure... l'ampleur des déficits, après tout, on peut se dire, bon, une cure d'austérité, on va quand même réduire les déficits. C'est ce qui est vendu actuellement aux opinions publiques. Il faut le faire. Il faut être économe de ces deniers. Et moi, dans ma ville, j'ai sauvé une ville de la faillite. Donc, j'en sais quelque chose. Mais vous pouvez faire une cure d'austérité au niveau d'un État, d'une nation, que si ça n'entraîne pas des déficits supplémentaires. Donc vous alliez C'est-à-dire que Ouais. pour que la France s'en sorte, il faut deux choses. Il faut être plus économe dans nos dépenses publiques, mieux gérer nos budgets, mais surtout sociaux notamment. Et puis, il faut parallèlement donner un coup d'air, d'oxygène, par une dévaluation. C'est la seule solution. Est-ce que vous Tous les pays, je reviens au point de départ, qui ont voulu faire de l'austérité sans donner un coup de fouet monétaire, ont sombré dans l'austérité cumulative. C'est-à-dire que vous ne réduisez pas le déficit, vous allez faire souffrir les gens sans réduire le déficit. Alors, est-ce qu'on ne peut pas envisager une dévaluation de l'euro? il dévalue en ce moment. Mais ça ne changera pas le rapport Non, de c'est pas force. une décision politique. Ça ne change pas le rapport C'est de les marchés force. qui le... Oui. Ça ne change pas le rapport de force avec l'Allemagne. Ça ne change pas le problème. Et vous avez tout le problème de cet épuisement de la France, de l'Italie, de l'Espagne. On est obligé de sortir de l'euro pour s'en sortir. Et moi, je veux en faire le grand débat de 2012. Parce que en 2012, qu'est-ce qui va s'annoncer? Vous allez avoir le pansement rose, ce que j'appelle, le Urgo, enfin non, on n'a pas le droit de faire de publicité, le pansement, le pansement rose et le pansement bleu. C'est-à-dire qu'on ne touche pas les causes du désastre industriel français, du désastre de nos agriculteurs, et puis on continue à bavasser pour amuser la galerie. Si on continue comme ça, il n'y aura plus beaucoup d'électeurs. Et moi je crois qu'on devrait justement, en 2012, poser aux Français de vraies questions. Est-ce que vous êtes pour la sortie de l'euro? Moi j'ai remarqué qu'il y a déjà 38% des Français qui veulent le retour au franc, dont les jeunes. Et le grand changement par rapport à Maastricht, c'est qu'aujourd'hui ce sont les personnes âgées qui ne veulent pas revenir au franc, et ce sont les jeunes, notamment les moins de 25 ans, qui veulent revenir, et les classes actives, 35-49 ans, 47%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui souffrent du chômage de masse ont compris qu'on était en train de les mettre dans une seringue qui n'aboutissait pas. Et je veux en faire un grand débat politique. Après, chacun choisit. Mais au moins qu'il y ait le débat. Oui, mais